Le podcast Industrie Québec, là où l'industrie d'ici a sa voix. Du secteur manufacturier à la tech, écoute, apprends et abonne-toi. Bienvenue à cet épisode d'Industrie Québec. On vous présente 3 entreprises de précision. On parle de vrais poids lourds, tu sais. Boulons éclairs, marmène, puis plastique gagnon. C'est ça. Mais juste avant d'entrer dans les détails techniques de ces entreprises-là, je veux qu'on s'arrête une seconde sur une chose qui me frappe. Ah ouais? Quoi donc? C'est quand même fou la quantité de confiance, genre une confiance absolument aveugle qu'on accorde à notre environnement physique à tous les jours. Ah, tellement. C'est comme une foi invisible. Exactement. Mettons, on traverse un pont suspendu au-dessus d'un fleuve où on lit les nouvelles sur les dernières technologies de défense. Ou on consomme l'énergie d'un barrage gigantesque. Voilà. Puis on tient juste pour acquis que tout ça fonctionne, simplement, parfaitement, sans même y penser. On se pose pas la question à savoir si la poutre d'acier va tenir le coup pendant qu'on roule à 100 km/h dessus. Non, c'est clair. Et c'est exactement le cœur de notre exploration aujourd'hui avec les données d'Industrie Québec. On veut vraiment mettre en lumière ce qu'on pourrait appeler les piliers invisibles de notre société. J'aime ça, piliers invisibles, parce que derrière chaque mégastructure, il y a une ingénierie qui tolère absolument aucune marge d'erreur. Zéro. Zéro, c'est le mot d'ordre. Pour lancer la discussion, j'avais une image en tête en lisant nos sources. J'ai un peu l'impression que ces 3 entreprises-là, c'est comme les techniciens de l'ombre dans un grand concert rock. Ah, c'est une bonne analogie, ça. Tu sais, le public regarde le chanteur sous le projecteur, la foule crie, le spectacle est grandiose, mais on voit jamais les gars qui ont monté la scène ou sécurisé les câbles de tension. Ni ceux qui ont programmé la pyrotechnie, là. Exact. Mais s'ils font juste une seule petite erreur de calcul sur, mettons, la capacité de charge d'un câble, tout le spectacle s'effondre littéralement sur la tête du groupe. C'est une excellente base pour notre réflexion. Sauf que dans notre cas, aujourd'hui, la scène en question pèse des dizaines de milliers de tonnes. Ouais, ou bien elle navigue secrètement sous l'océan. C'est ça. Fait que le fil conducteur qui relie ces 3 compagnies, c'est vraiment cette obsession viscérale de la précision. Une obsession qui sauve des vies, dans le fond. Totalement. Au fil de l'analyse, on va faire un voyage d'échelle assez vertigineux. On part des fondations structurelles colossales pour aller vers l'usinage géant. Puis on va terminer ça au niveau microscopique, genre l'ingénierie des polymères. Fait que commençons par la base. Allons-y. Si on veut comprendre comment une mégastructure tient debout, il faut regarder le point de jonction. Puis ça nous amène à notre premier joueur, Boulons éclairs. Une entreprise qui est située à Gatineau. Oui. Selon nos notes d'Industrie Québec, ils fournissent des boulons structurels de haute précision pour des chantiers vraiment critiques. On parle des monteurs d'acier, des constructeurs de ponts, les services publics, l'épine dorsale de nos infrastructures, quoi. Exact. Mais là, je vais faire l'avocat du diable de seconde. Vas-y. Quand on regarde la chronologie de cette entreprise-là, il y a de quoi qui me fait vraiment bloquer. Elle a été fondée tout récemment, genre en 2016, par Guillaume Lachapelle puis Vincent Gauthier. Ouais, 2016, c'est super récent pour ce secteur-là. C'est ça. Et leur croissance, si on suit aux chiffres, elle est complètement fulgurante. Juste en 2023, ils ont inauguré un nouvel entrepôt. Oh, ils ont carrément quintuplé leur espace de palette, si je me souviens bien. Quintuplé, oui. Sérieux, comment tu peux croître à une vitesse aussi folle dans l'industrie du boulon? Je comprends ton point. C'est pas censé être une industrie super ancienne, mature, où tout a déjà été inventé. Je veux dire, on réinvente pas la roue puis on réinvente pas le boulon non plus. C'est la réaction normale à avoir quand on voit ces chiffres-là. Mais quand tu décortiques le comment de cette croissance, tu réalises un truc important. Ah ouais? Quoi? Ils n'ont pas disrupté la forme du boulon en tant que tel. Ils ont disrupté la science puis la sécurité qui entoure ce fameux boulon-là. OK, explique-moi ça. Faut comprendre la physique d'un pont, par exemple. Quand tu as des dizaines de camions lourds qui traversent un pont à chaque minute, le métal subit des forces immenses. Ouais, ça vibre de partout. Pas juste des vibrations. Le métal subit 2 choses principalement. Des forces de tension où le métal est étiré. OK, comme un élastique. Exact. Et des forces de cisaillement où 2 plaques de métal essaient de glisser l'une contre l'autre en coupant le boulon comme des ciseaux. Ah, je vois. Donc le boulon, lui, encaisse toute cette énergie cinétique-là. Absolument. Toute l'énergie. Si la métallurgie du boulon est trop rigide, il va casser net sous l'impact.
Puis si c'est trop mou? S'il est trop mou, le boulon va s'étirer tranquillement, puis la structure au complet va se déformer avec le temps. Fait que c'est une ligne super fine à respecter. Exactement. Fait que le secret de boulon éclair, puis la vraie raison de leur expansion massive, c'est ce qu'on appelle la traçabilité complète et les tests à l'interne. OK, mais concrètement, ça ressemble à quoi, la traçabilité complète pour un simple boulon? C'est quoi, ils mettent un petit code barre sur chaque vis? Hein? Presque. Ça veut dire que si un inspecteur en génie civil découvre une anomalie sur un viaduc dans 10 ans, Oui. Boulon Éclair est capable de remonter toute la chaîne. Ils peuvent identifier de quel lot d'acier super précis vient ce boulon-là. Sérieux? Juste avec le numéro de série? Oui. Ils savent à quelle température exacte l'acier a été forgé, puis quel test de praction a été effectué sur ce lot spécifique-là dans leur usine avant même de l'expédier. Ah, wow! C'est de la traçabilité métallurgique pure et dure. C'est exactement ça. Dans le fond, ce qu'ils vendent, c'est pas du métal. C'est de la paix d'esprit. Ils vendent une assurance tout risque à l'ingénieur en chef du projet. En plein dans le mille. Dans la construction d'infrastructures critiques, la paix d'esprit, ça n'a pas de prix. J'avoue que si j'étais ingénieur, je paierais pour ça. Hein? Pense au monteur d'acier qui est suspendu à 60 mètres dans les airs par grand vent. Quand il serre un boulon structurel, il doit savoir à 100% que la pièce va réagir comme prévu. Selon les calculs de l'ingénieur, ouais. C'est cette culture visant la perfection absolue, puis surtout la preuve documentée de cette perfection-là, qui leur a permis de tasser des concurrents beaucoup plus vieux. C'est vraiment capoté de voir comment la documentation puis la rigueur deviennent le véritable produit. C'est bien plus que l'objet physique lui-même. D'ailleurs, ça nous fait une super belle transition parce que une fois que la structure physique ou d'un barrage est solidement boulonnée, Il faut s'occuper de ce qu'elle a à l'intérieur. c'est sûr, il y a des mécanismes, des turbines, des réacteurs, des pièces mobiles géantes. On passe de l'assemblage de l'armature à de l'usinage de l'extrême. Et c'est là qu'entre en scène notre deuxième compagnie du jour, Marmen. Marmen, c'est un autre monde. On parle d'un véritable vétéran ici. Plus de 50 ans d'histoire, une renommée internationale super bien assise. Oui, un vrai géant. Ce qui ressort des rapports d'Industrie Québec, c'est qu'ils offrent des solutions complètes de bout en bout. De l'usinage de haute précision jusqu'à l'assemblage final de pièces lourdes. C'est ça? Exactement. Et ils opèrent dans des secteurs qui pardonnent pas. L'hydroélectricité, l'aérospatiale, le nucléaire. C'est justement l'échelle de ce qu'ils font qui me donne un peu le vertige. Tu sais. Comment ça? Ben, d'un côté, nos sources disent qu'ils sont l'un des plus grands fabricants de tours d'éoliennes en Amérique du Nord. Une tour d'éolienne, on s'entend, c'est grand comme un gratte-ciel. C'est massif, oui. Mais de l'autre côté, dans la même usine, ils doivent usiner des composants minuscules, ultra précises pour le secteur aérospatial. C'est le grand écart technologique. J'essaie de me représenter ça. C'est comme si on demandait à un horloger de construire un navire de charge gigantesque en utilisant ces petits outils de précision. C'est une excellente image. Mais physiquement, comment l'usine permet de gérer cette dualité-là entre le colossal puis le minuscule? Ça passe par la maîtrise absolue de la physique de l'environnement de travail. OK, c'est-à-dire? Mettons que tu usines une pièce de métal qui pèse plusieurs tonnes pour une turbine hydroélectrique. Oui. Le simple fait que la température de l'usine varie de quelques degrés entre le matin et soir, Oui. ça va faire contracter ou dilater le métal. Attends un peu, là. Tu me dis qu'une énorme pièce d'acier géante change de taille juste à cause de la température ambiante de la pièce? Absolument. De quelques fractions de millimètres, oui. C'est fou! Mais dans l'aérospatial ou dans le nucléaire, tu sais, cette fraction de millimètre-là, c'est la différence entre une turbine qui tourne parfaitement pendant 40 ans. Puis une turbine qui vibre puis qui lâche. Exact. Ouais. Une turbine qui s'use prématurément, Mhm. puis qui finit par créer une catastrophe majeure. Fait que comment ils gèrent ça? Gérer le colossal avec une précision microscopique, ça demande des équipements de calibrage thermique de fou. Leurs machines-outils sont stabilisées sur des fondations spéciales. Des fondations qui absorbent les chocs. Oui, qui absorbent la moindre vibration sismique ou même juste le passage d'un gros camion dans la rue à côté de l'usine. Voyons donc. C'est littéralement de la science-fiction industrielle. C'est le niveau d'exigence requis à ce stade-là. Et cette expertise-là, ça nous mène au détail le plus fascinant qu'on a trouvé dans les dossiers d'Industrie Québec sur Marmen. C'est vraiment le point culminant de leur évolution. Ah, tu parles de la fameuse entente 2025. Oui, l'entente majeure signée le 18 décembre 2025 avec le géant naval allemand TKS. Un gros morceau, ça. Le but du contrat, c'est de soutenir la production de segments de sous-marins furtifs de classe 212 CD directement ici au Canada. Laisse-moi juste digérer ça un instant. Vas-y. Des segments de sous-marins furtifs allemands fabriqués ici par une entreprise de chez nous. Ce contrat du 18 décembre 2025, c'est pas juste un contrat, c'est un changement de paradigme complet pour eux, Pourquoi? à cause du domaine militaire.
Mais là, on bascule dans la défense militaire hautement classifiée. Mais qu'est-ce que ça prend, techniquement parlant, pour qu'un consortium européen confie la coque de ses sous-marins furtifs à Marmen? Ça prend une preuve absolument indéniable qu'il maîtrise l'usinage à la perfection. Faut comprendre comment ça fonctionne, la furtivité d'un sous-marin. Mais on pense souvent à la peinture noir mat ou à l'électronique qui brouille les ondes. C'est ce qu'on voit dans les films. Mais la vraie première ligne de défense furtive, c'est la perfection hydrodynamique de la coque. Tu veux dire la forme du métal lui-même. Exactement. Écoute bien ça. Si Marmen usine un segment de la coque puis qu'il y a une imperfection, mettons, de l'épaisseur d'une feuille de papier sur la surface extérieure, Une feuille de papier, OK. qu'est-ce qui va se passer quand le sous-marin est à 600 mètres de profondeur, en plein mouvement? L'eau va frotter bizarrement. Cette toute petite imperfection va créer une turbulence dans l'eau, ce qu'on appelle une minuscule cavitation. Des bulles, dans le fond. Des bulles microscopiques, oui. Et quand ces bulles-là éclatent sous la pression, ils font du bruit. Ah, et ce bruit-là, un sonore ennemi peut l'entendre. Voilà. Dans la guerre sous-marine, faire du bruit, c'est être détecté. Puis être détecté, c'est fatal. Wow! Donc, confier cet usinage-là à Marmen, c'est la reconnaissance ultime que leur machinerie garantit une surface parfaite. Le métal lui-même devient la technologie furtive. C'est incroyable vu de même. Si tu te trompes, c'est pas une petite réclamation de garantie au service à la clientèle. Non, c'est une mission militaire complète qui est compromise. L'usinage comme technologie de furtivité, c'est brillant. Ça montre à quel point l'échelle physique change complètement la nature du problème. Totalement. Fait qu'on a sécurisé l'armature avec boulons éclairs, on a maîtrisé les pressions titanesques des turbines puis des sous-marins avec Marmen. Il manque le cerveau de l'opération. C'est ça. Quand on regarde ces géants mécaniques, il faut se rappeler qu'ils sont opérés par des systèmes de contrôle, des valves, des capteurs électroniques, Des pièces qui sont infiniment plus petites. des pièces minuscules qui doivent elles aussi survivre aux pires conditions imaginables sur la planète. Et ça nous amène à quitter le métal pour plonger dans l'ingénierie des polymères. Avec notre troisième entreprise, Plastique Gagnon. Plastique Gagnant, oui. Une compagnie fondée en 1958 avec des usines à Saint-Jean-Port-Joli puis à Lévis. On touche ici à un domaine d'expertise hyper pointu, les pièces d'injection plastique pour environnement extrême. Puis là, je t'arrête tout de suite. Ouais. Parce que j'ai eu un vrai choc cognitif en lisant nos sources sur eux. Ah oui, pourquoi? Le mot plastique? Ben oui. Dans l'imaginaire collectif, tu sais, le mot plastique, ça sonne cheap, ça sonne fragile. C'est vrai, on pense aux objets tous les jours. Ça évoque un jouet d'enfant qui casse le jour de Noël ou un contenant de cuisine qui fond dans le micro-ondes. Mais dans les applications de Plastique Gagnon, on liste des affaires intenses. Comme quoi? Des détonateurs pour l'industrie minière, des équipements de défense non létaux, de l'automobile, de la construction. On s'entend pour dire que mettre du plastique dans un détonateur souterrain au fond d'une mine, Ça semble presque imprudent vu de même. ça a l'air suicidaire, non? C'est tout le défi de perception de cette industrie-là. Faut vraiment séparer les plastiques de consommation courante des polymères d'ingénierie. OK. La différence est si grande que ça? Ah, c'est le jour et la nuit. Plastique Gagnon fait du micromoulage, de l'assemblage puis du surmoulage complexe. Ils utilisent des résines super avancées. Des résines qui font quoi de spécial? Une fois traitées, ces résines-là ont des propriétés mécaniques qui peuvent littéralement rivaliser avec certains métaux. Sérieux? Ouais, tout en offrant une isolation électrique et thermique de loin supérieure. Puis, gros avantage, ça rouille jamais. Ça, c'est un point majeur dans une mine humide, j'avoue. Puis nos notes de Industrie Québec précisent que leur grande force, c'est la précision au micron près. Le fameux micron, oui. C'est un concept qu'on entend souvent dans les discussions d'ingénierie. Je sais que c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre, mais juste pour qu'on se le représente visuellement, un cheveu, c'est 100 microns. Puis un grain de pollen, c'est environ 15 microns. Un grain de pollen. Fait que Plastique Gagnon travaille à des niveaux où si une simple poussière microscopique ou une petite variation d'humidité entre dans la matrice d'injection pendant le moulage, La pièce est foutue. la pièce est complètement ruinée, oui. Mais pourquoi c'est si grave si un boîtier en polymère a, mettons, une variation de 5 microns? C'est invisible à l'œil nu? Reprenons l'exemple de ton détonateur minier tantôt. Ce détonateur-là, il est inséré dans un mur de roches solides à des kilomètres sous terre.
OK. Dans un environnement où il fait extrêmement froid ou extrêmement chaud, avec une humidité qui est souvent saturée d'acidité. Le pire environnement possible. Exact. Le boîtier en polymère, c'est la seule et unique barrière qui protège la petite puce électronique à l'intérieur. Ah, je vois où tu t'en vas. Si la précision d'assemblage du boîtier rate de quelques microns, qu'est-ce qui arrive? L'humidité acide s'infiltre. Et le jour où l'opérateur appuie sur le bouton pour déclencher le tir de dynamite, Rien se passe. au pire, ça se déclenche au mauvais moment à cause d'un court-circuit. La marge d'erreur, encore une fois, est de 0 absolu. Ça doit prendre un temps fou. C'est ce qu'on appelle de la paranoïa industrielle, mais à connotation très positive. De la paranoïa positive, j'aime le terme. Tu sais, dans une logique de production de masse standard, tester chaque pièce individuellement, ça coûte beaucoup trop cher. Oui. C'est perçu comme inefficace par les comptables. Mais eux, ils le font quand même. Pourquoi? Parce que l'application finale le dicte, tout simplement. Quand ce réservoir-là sert à alimenter en air pur un équipement de protection civile. Ouais, une défaillance d'une pièce sur 1000, c'est une défaillance de trop. Imagine si ce réservoir fait partie de l'équipement d'un pompier qui entre dans un brasier ou d'un soldat. S'il fuit, il y a une vie humaine qui est directement menacée. C'est pas juste un produit défectueux, c'est mortel. Fait que ce test à 100%, c'est pas un luxe, c'est pas un argument marketing pour faire beau dans une brochure. C'est la seule façon éthique de livrer le produit. Et c'est cette validation exhaustive-là qui les transforme d'un simple fournisseur de plastique en un partenaire stratégique incontournable pour la défense. Exactement. Ça leur donne une crédibilité en béton armé. Ça boucle la boucle d'une façon vraiment impressionnante, honnêtement. Quand on regarde l'évolution de notre discussion d'aujourd'hui, le fil conducteur est limpide. On a commencé avec Boulon Éclair, une jeune pousse de 2016 qui repousse les limites de la traçabilité métallurgique juste pour vendre une fondation indestructible. Ensuite, on a vu un vrai colosse vétéran comme Marmen. Ouais, avec ses 50 ans d'histoire, qui arrive à usiner des mastodontes d'acier pour des sous-marins furtifs sans qu'une seule petite bulle d'eau ne trahisse leur position. Puis on a terminé avec Plastique Gagnon. Qui innove depuis 1958 en appliquant une paranoïa industrielle positive pour s'assurer qu'un détonateur ou un réservoir protège la vie au micron près. Ce que les données d'Industrie Québec nous démontrent aujourd'hui en synthétisant le parcours de ces trois compagnies-là, C'est la force de frappe d'ici, non? c'est l'étendue de la force de frappe du secteur manufacturier québécois, oui. Qu'ils soient jeunes ou établis depuis des décennies, ils ont tous convergé vers le même créneau de survie. Lequel? Exceller là où la médiocrité est techniquement, physiquement puis humainement impossible. Les environnements extrêmes, l'industrie lourde, ça pardonne pas l'approximation. C'est une réflexion fascinante sur l'innovation silencieuse. Et ça m'amène à une dernière pensée, pour quiconque nous écoute en ce moment. Je t'écoute. La prochaine fois qu'on traverse la travée d'un pont immense ou qu'on aperçoit la silhouette colossale d'une éolienne en bordure d'autoroute, Ou qu'on lit un article sur un contrat de défense. ouais, on devrait peut-être s'arrêter juste une petite seconde. Prendre un temps d'arrêt pour s'imaginer ce ballet silencieux de la physique. C'est vrai qu'on l'oublie vite. Ce réseau invisible de polymères testés au micron près, de métal usiné sans la moindre turbulence, puis d'acier calculé pour défier la gravité. Les fameux techniciens de l'ombre de ton concert rock? Exactement. Ce sont ces entreprises d'ici qui s'assurent que le spectacle continue et que tout reste debout. Et ça pousse vraiment à se demander. Quoi donc? Quelles autres merveilles d'ingénierie extrême, conçues par des esprits d'ici, se cachent en ce moment même sous nos pieds ou derrière nos murs, travaillant sans relâche pendant qu'on dort? C'est fou d'y penser. Le podcast Industrie Québec, là où l'industrie d'ici a sa voix. Du secteur manufacturier à la tech, écoute, apprends et abonne-toi.